convivial. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce concept de ne pas froisser, de gérer les gens, quitte un petit mensonge. Et je sais pas, est-ce que ça marche? Parce que c'est quand même assez répandu. Alors, Les mensonges finissent par vous rattraper. je me fais l'avocat du Vous diable. ne pouvez pas mentir tout le monde, tout le temps. À un moment donné, ça finit par vous rattraper. Le plus simple, la chose la plus simple et qui est facile à tenir sur le long terme, c'est de dire juste la vérité. C'est tellement simple. Et à long terme, les gens vous le reconnaissent. Et c'est peut-être ça qui vous permet d'avoir certaines portes ouvertes. Parce que bon, Nazan Anzela, on est encore dans son salon, mais on ne veut pas fâcher la personne. C'est tous les jours que ça se passe. Oui, mais et on manque de respect à cette personne parce que si tu me dis que je suis à Royal alors que je suis encore à Njili, ça veut dire que je vais attendre probablement 1 heure, alors que si tu m'avais dit la vérité, écoute, je suis empêché, je vais arriver dans 1 heure, je peux faire autre chose que t'attendre. Donc, je crois qu'il vaut mieux dire la vérité, même si elle peut passer des choses. C'est important. Je suis désolée, mais ça, c'est une leçon très importante que j'invite beaucoup de gens à adopter. Alors, on passe à la deuxième question. On prend celle de Isabelle Toumba. Bonsoir, Monsieur Alain. Bonsoir, Je réponds au nom d'Isabelle Toumba, étudiante à l'IFACI. Ma question est la suivante. Vous associez courage avec droiture et intégrité. Mais l'homme cherche avant tout à survivre et à vivre. Et dans notre contexte, c'est plutôt les valeurs opposantes qui permettent de s'en sortir. Comment expliquez-vous cette contradiction? Comment vendre votre façon de voir aux ventres affamés? C'est une bonne question. Hein? Non, la question est très bonne et elle est pertinente parce que c'est le choix entre le court terme et le long terme. Si tu choisis de ne pas mourir de faim maintenant, seulement aujourd'hui, ben, tu peux prendre ce raccourci-là en disant je ne vais pas être courageux, je vais me compromettre, je ne vais pas être intègre. Mais si tu veux, sur le long terme, imagine qu'à 20 ans, tu commences déjà à ne pas être intègre, à mentir. Mais tout le monde dans le quartier, tout le monde dans le pays saura que Isabelle, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Mais quand tu en auras besoin maintenant, quand tu cherches le travail, quand tu veux faire la promotion parce que tu es entrepreneur, ben, les gens sauront qu'il ne faut pas faire confiance à Isabelle. Donc, si tu veux des fruits à long terme, il est bon de tenir et de ne pas céder à la tentation du court terme en étant malhonnête ou en essayant de ne pas être droit. Et je peux au moins en témoigner parce que quand je regarde ce qu'aura été ma vie, je pense que ça m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Alors, le deuxième thème de cette émission est une valeur qui vous est fondamentale. Et sachant que vous êtes un chrétien pratiquant qui attache une grande place à la foi, et bien sûr, cette valeur, c'est la générosité, Nathalie. Effectivement, Christelle, mais vous avez d'ailleurs une conception quand même, on va dire, précise et subtile de la générosité. Selon vous, il ne faut pas se laisser tromper par la fausse générosité. Une vraie générosité implique, une générosité sincère, implique quand même, d'une certaine façon, une part de sacrifice. C'est bien ça. Absolument. Alors, quand vous dites une part de sacrifice, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite par rapport à ça? Je pense que être généreux, c'est un don de soi. C'est un don de soi, pas nécessairement matériel ou financier, mais c'est un vrai don de soi. Et quand je compare quelqu'un qui a 10, il a besoin de 6, il lui reste 4, il donne 2 ou 3 aux autres. Il a donné, il est généreux. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui a 3, mais il voit en face de lui un enfant, un frère, un inconnu qui a besoin de 4 plus que lui et il lui donne les 3. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié parce qu'il pense que sur le coup, c'est l'autre qui en a plus besoin que lui. Je suis plus flatté par cette marque-là de générosité sans dénigrer l'autre, mais je pense que celui qui a donné en sacrifiant son propre bien-être a peut-être mieux donné que l'autre qui a donné le surplus de ce qui lui restait.
Alors, il existe en tout cas de nombreux témoignages de votre générosité, M. Kacha, et ils sont souvent très touchants, émouvants, je dirais. Alors, découvrez-en quelques-uns dans ce reportage. C'est parti. La générosité pour Alain Kacha, c'est une chose primordiale, voire vitale. D'ailleurs, on compte parmi ces modèles des personnes qui ont su faire preuve d'une générosité extrême, comme Nelson Mandela ou encore Mo Ibrahim, fondateur de Celtel et instituteur du prix qui porte son nom. Mais selon Alain, être généreux, ce n'est pas donner ce que l'on a en abondance, mais plutôt ce qui demande un effort, ce qui demande un don de soi. Une anecdote, nous avons perdu un collègue qui lui était cher, il a travaillé beaucoup avec ce collègue. Donc on a décidé qu'on va aller cotiser et l'idée venait d'Alain de cotiser pour lui terminer sa maison et la remettre à sa famille, à sa veuve et à ses enfants. Les gens ont été très très généreux, les directeurs ont été très très généreux, mais au bout du compte, on a collecté la moitié du montant pour la construction de la maison. Croyez-moi, Alain a versé l'autre moitié. Personne n'a jamais vu ça. Et moi, je n'ai jamais vu ça dans ma longue expérience, quelqu'un d'aussi généreux. C'est toujours comme ça, de petits gestes, tu sens que non, en fait, la dame qui était là, tu as pris son numéro. Il faut que tu prennes son numéro. Tiens, je te donne son numéro. Tu vois qu'il cherche à ouvrir tes relations, tu vois. Et ça, c'est marquant. La pratique de la générosité, Alain l'a apprise dès le jeune âge, en famille. Reconnaissance pour les collèges, les Kacha ont mis en place une bourse que nous appelons bourse Papa Nicolas. Papa Nicolas, c'est le nom de leur papa. Et à la fin de chaque année, ils viennent primer les élèves meilleurs de tous les niveaux. Ils prennent en charge tous les frais de l'année scolaire en cours pour celui-là. Donc, ils lui payent tous les frais. Donc, ça fait 12 personnes que les Kacha, la famille Kacha, prend en charge ici au collège. Et cela fera bientôt, je crois, plus de 4 ou 5 années qu'ils ont institué cette bourse. Et tous nous sommes très contents. Eh bien voilà, je pense que nous avons tous été édifiés par ces exemples. Et surtout, j'espère que ces exemples sauront inspirer la plupart de nos compatriotes. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup, mais ce que vous avez... Le peu que vous avez, vous pouvez le partager avec ceux qui en ont peut-être plus besoin que vous. Alors, nous allons à présent entendre ce que veulent savoir nos intervenants. Et je rappelle ici qu'ils sont donc la voix de la jeunesse, la voix du futur, de notre futur et surtout celui de tous nos chers compatriotes. Tout à fait, Christelle. Eh bien, nous allons donc démarrer la série de questions. Alors, nous démarrons tout de suite cette série de questions en passant la parole à notre premier intervenant de cette série. Il s'agit de Phila. Bonsoir. Merci pour la parole. Bonsoir, monsieur Alain Kacha. Bonsoir, Phila. En fait, ma question va commencer par un constat. J'ai lu dans votre présentation que vous avez tendance à lier la générosité, avec l'empathie. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, comment vous pouvez définir l'empathie et aussi pourquoi vous attachez un si grand intérêt à ça. Et dernièrement, comment nous devons faire, nous, Quinois, pour développer ça. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, Phila. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas du plaisir à recevoir quelque chose qu'on lui offre. Et ça veut dire que si tu as de l'empathie, puisque tu sais le plaisir que tu as à recevoir, tu devrais te mettre à la place des autres pour leur donner davantage. Et la générosité devient, entre guillemets, naturelle. Donc, je pense que si chacun de nous, même dans notre environnement, faisait l'effort de se mettre à la place de l'autre, de comprendre le besoin de l'autre, encore une fois, pas nécessairement matériel. Vous êtes étudiant, par exemple, vous comprenez très bien une matière, mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre un peu de votre temps pour l'expliquer aux autres collègues? C'est aussi de la générosité, parce que vous donnez votre temps, vous donnez votre connaissance, vous auriez pu être en train d'étudier d'autres matières, mais vous dites, pour le bien du plus grand nombre, je m'arrête, je prends 1 heure, je leur explique la matière et on va de l'avant. Tout comme aussi, c'est peut-être, on va dire, prendre un risque, parce que si lui a des meilleurs points, il n'y a qu'une seule bourse, mais bon, finalement, peu importe, c'est pas... Peu importe, et il y a quelque chose qui décourage souvent dans la générosité, c'est que on est entouré d'ingrats.
je veux dire, l'ingratitude, c'est ça qui est normal. Mais il ne faut pas être arrêté dans son élan de générosité parce qu'on a rencontré 100 ingrats, 1000 ingrats. Ça, il faut laisser à Dieu. Dieu sait comment il rétribue tous ceux qui ont été ingrats avec vous. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Ce qui me fait penser à un de nos anciens invités, M. Moukeni, d'ailleurs, à Kisangani, le président de la FEC Kisangani, qui avait dit la même chose. Il a dit pour lui, il définit l'ingratitude comme étant la règle et la gratitude comme étant l'exception. Voilà. Tout à fait. Eh bien, nous allons, je pense, alors à présent, prendre la question de Alicia Kabouikou. Bonsoir Alicia, comment vas-tu? Bonsoir Nathalie, je vais bien, merci. Bonsoir Monsieur Alain. Bonsoir Alicia. Je réponds au nom de Alicia Kabouikou, licenciée en communication des organisations à l'IFASIC. Ma question est la suivante. Pensez-vous que la générosité est une qualité innée ou c'est une qualité acquise par l'éducation, par exemple? Et tout à l'heure, là, je vous ai entendu dire que la générosité est une qualité, c'est un don de soi. Mais est-ce si simple d'être généreux pendant qu'on a à peine le minimum de survenir aux besoins de sa famille? Merci. Merci beaucoup pour la question, Alicia. C'est le cas de la majorité des gens, hein, je veux dire, au Congo, c'est pas facile. Oui, je ne pense pas que ce soit inné, mais la générosité, c'est ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté au fil du temps. Regardez 2 enfants de 2 ans qui ont chacun leur pain ou chacun leur sac. Le premier réflexe, c'est tout est à moi. Et même prendre ce qui est chez l'autre. Et je crois que c'est les parents, au bas âge, à l'école, à l'église. C'est là-bas que progressivement, on inculque cette valeur. Et ceux qui l'assimilent le mieux, je crois, au fil du temps, vont encore plus loin. Maintenant, est-ce que c'est si facile? Non, ce n'est pas facile, mais on a parlé d'empathie tout à l'heure. Est-ce que tu serais contente de savoir que l'autre n'avait que un et il te l'a donné, il s'est sacrifié pour toi? Si tu vas être contente, mais pourquoi toi tu ne peux pas le faire à ton tour? C'est la question qu'il faut se poser. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Et bien voilà, nous allons à présent aborder le 3e thème de cette émission. C'est un thème un peu plus technique. Je le rappelle quand même, notre invité est polytechnicien, donc c'est normal qu'on complique un petit peu les choses, mais pas tant que ça, Christelle. Alors, effectivement, il a bosse des maths. Il a la bosse des maths. Ah, il a la bosse. Ah, d'accord, j'avais pas bien vu. Alors, effectivement, Nathalie, notre invité de ce jour, il a la bosse des mathématiques et il aime les choses plutôt carrées. Et il n'est pas étonnant qu'une de ses valeurs, à côté du travail, soit justement la planification. Eh bien, pour mieux comprendre son point de vue, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre cet élément. C'est pas la planification familiale, hein? Si la carrière et le succès d'Alain Kahacha se sont construits sur des valeurs et du travail, beaucoup de travail, ils se sont aussi développés grâce à son incroyable sens de la planification. Une de ses maximes favorites est « Failing to plan is planning to fail », c'est-à-dire échouer dans sa planification, c'est planifier son échec. Il considère effectivement que pour espérer réussir, il ne faut pas s'exposer aux aléas. Si les imprévus ne manquent pas, on y fait toujours mieux face lorsqu'on est organisé. Pour lui, la planification implique de planifier tant sa journée, sa semaine, son année ainsi que sa vie. Il faut d'abord oser rêver son futur et ensuite se donner les moyens d'y arriver. En tant que chrétien, Alain Kahacha aime dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il considère ainsi qu'il nous appartient de nous organiser et de travailler intelligemment pour que Dieu puisse nous donner son appui. Sa technique est simple mais efficace. 1. Faire un état des lieux. Où en sommes-nous? 2. Définir ses objectifs. Où veut-on aller? 3. Identifier le parcours à suivre ainsi que les moyens nécessaires et disponibles. 4. Faire son plan d'action et agir. 5. Évaluer son action
planifier les ajustements et continuer ainsi de suite. Forte de cette analyse, l'équipe de Congo d'Excellence vous propose aujourd'hui un petit kit du parfait planificateur. Il se compose d'une montre, d'un calendrier, d'un agenda ainsi que d'un bloc-notes. Comme le dit Alain Kahacha, la planification implique une dynamique permanente de remise en question des objectifs que l'on s'est fixés ainsi que des moyens que l'on s'est donnés pour y arriver. Il n'est pas encore tard pour mettre de l'ordre dans votre vie et de vous améliorer. Bonne chance à tous. Vous suivez Congo d'Excellence à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Eh bien voilà Christelle, nous allons donc passer la parole en premier lieu à Monsieur Mike Kouloumouani. Bonsoir, Monsieur Alain Kahacha. Bonsoir, Mike. C'est Michael Kaloumouani Kantola, étudiant en 4e année de droit à l'Université de Kinshasa. Monsieur Alain, ce soir, nous constaterons ensemble avec vous sur ce plateau de Congo d'Excellence l'état actuel de notre pays. Nous sommes sans ignorer ensemble avec vous que depuis un certain temps, la RD Congo, notre chère patrie, baigne dans un environnement chaotique. Nous serons tentés de dire que nous sommes même l'incarnation du chaos. Et en RD Congo, tous les indices qui peuvent faire en sorte qu'un État s'épanouisse ne sont pas réunis. Nous voyons le taux de natalité est très bas, le taux de mortalité est trop bas, l'espérance de vie est trop basse et le PIB aussi est à un pourcentage très réduit. Et comment espérerions-nous ou bien parlerions-nous de la planification en RD Congo? Et si cela serait possible, comment arriverions-nous à cette planification effective? Merci. Merci beaucoup, Mike. C'est Mike ou Michael? Michael, Mike. Michael, ok. Non, merci beaucoup pour la question, Mike. Je crois que tu as défini un spectre tellement sombre que je t'invite à un peu plus d'optimisme quand même. Et c'est possible. Et c'est possible, entre autres, grâce à la planification. Une chose est de dire que nous voulons un Congo émergent en 2030, mais on doit se mettre en marche pour planifier comment on y arrive et comment on change ce tableau. Que dans 5 ans, dans 10 ans, tu reviennes sur un plateau et que tu dises le tableau du Congo, il y a 15 ans, je le présentais ainsi, et aujourd'hui, on est arrivé là grâce à la planification. Et souvent, on s'arrête juste à l'état des lieux. On a constaté, mais une fois qu'on a constaté, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on connaît notre objectif, on veut qu'on ait un PIB de tel niveau, on veut avoir un taux de mortalité qui est le plus bas, mais il faut qu'on se mette en marche avec des actions et avec un niveau d'exécution. La discipline dans l'exécution fait toute la différence. Aujourd'hui, il faut agir pour que... c'est vraiment, moi, ma devise dans la vie. Aujourd'hui, mieux qu'hier, mais moins bien que demain. J'adore ça. Super. Alors, on va passer à la deuxième question. Il s'agit de celle de Issa Maleki. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Alain Kahacha. Bonjour, bonsoir Issa. Merci. Le portrait qu'on a fait de votre personne ferait rêver n'importe qui et nous ferait même penser que vous êtes ce qu'on peut appeler un homme parfait. Heureusement, non, vous êtes humain, non, donc vous ne l'êtes pas. Certainement pas. J'ai atterri. Monsieur Kahacha, toujours dans la même veine que mon prédécesseur, chaque culture a un certain niveau d'organisation. On prend pour le cas de l'Europe, les Suisses et les Allemands passent pour les plus organisés et les plus structurés de l'Europe tout entière. Quelle conclusion tirée